Alors juste avant de commencer, une petite information, dorénavant, les vidéos fluff, vous allez les trouver sous 3 formats sur IGTV. Alors, première chose, comme d'habitude, vous la trouvez sur YouTube, c'est ce que vous êtes en train de regarder. Il y a de la pub, on le sait, c'est embêtant, ça vous embête parce que ça vous sort de la trame, de la narration, des sentiments. Vous avez les frissons, tout d'un coup, on vous parle d'un frigo, c'est détestable, je sais. Moi aussi, ça m'embête dans ce processus créatif de devoir insérer des pubs, ça me fait pas plaisir. Maintenant, eh bien, je cherche à vivre de la chaîne, c'est ma seule source de revenus, il faut mettre des publicités, on n'a pas vraiment le choix. C'est pour ça que j'ai décidé de créer une contrepartie pour les tipeurs. Donc si vous allez sur le site de Tipeee, vous verrez que maintenant vous avez une contrepartie. Les vidéos fluff, vous pouvez les télécharger sans aucune publicité et en continu. En continu, c'est-à-dire que votre vidéo ne sera pas interrompue, contrairement à YouTube, parce que YouTube aime bien les formats assez courts. Donc typiquement la vidéo de Conquest, là il y a 2 vidéos sur YouTube et il n'y en aura qu'une seule complète sur Tipeee. Pourquoi? Parce que je pense que si vous avez fait le choix d'être sur Tipeee, c'est que j'ai pas à vous materner, vous savez que la vidéo va être longue, vous voyez 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça vous fait plaisir et vous n'êtes pas en train de dire « Oh, je vais pas aller regarder ça parce que le contenu va être trop long ». Donc c'est pour ça que je me permets de vous le faire. L'avantage aussi, c'est que vous allez l'avoir en avance. Et bien oui, parce que sur YouTube, ça va sortir en 2 vidéos ou 3 vidéos, donc ça va mettre du temps à sortir, alors que sur Tipeee, vous l'avez hop, directement. Et oui, c'est une contrepartie, c'est fait pour vous donner envie aussi de m'aider. Troisième contrepartie, c'est que vous l'aurez en MP3. Donc c'est quelque chose qui m'avait été demandé. Et bien voilà, comme ça, dorénavant, toutes les vidéos fluff, ou même celles de Iggy Comeback, parce qu'il n'y a pas besoin d'un support visuel, on peut s'en passer, et bien je vous les propose directement au format MP3. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie de me soutenir, hein, parce que pour que je puisse continuer à faire des vidéos, hein, tout simplement. Maintenant, si vous n'avez pas l'envie d'aller sur Tipeee, ou même les moyens d'aller sur Tipeee, et bien continuez à regarder les vidéos, continuez à liker, continuez à commenter. C'est aussi ça hein, qui fait l'essentiel. Et puis, passer un bon moment autour de ces histoires parce que je trouve que le fluff, le lore, c'est vraiment ce qui rajoute une valeur ajoutée à nos jeux de figurines. Voilà, passez un bon moment sur cette vidéo de Conquest. Et déjà, la vie se développe, donc les espèces apparaissent et à terme, les humains. Mais avant qu'il y ait des humains, il y a une autre espèce qui arrive en fait des étoiles, d'une autre planète, on ne sait pas trop comment, et qui s'appelle les exilés. D'accord, ok. Donc les exilés, c'est des personnages, comme on disait tout à l'heure, qui vont avoir un peu le rôle des elfes de l'heroic fantasy classique, c'est-à-dire qu'eux, ils meurent pas, et sauf si on les tue, et puis ils ont beaucoup plus de savoir que les humains et les autres et tout ça, et donc ils ont un mépris infini pour tous les autres. Ils viennent ils savent voyager dans l'espace, donc ils sont infiniment supérieurs aux autres. D'après eux. Et donc ils arrivent et en fait c'est des colons qui viennent expérimenter, regarder, étudier, prendre des ressources et tout ça. Donc c'est une époque où on a déjà tous les peuples qu'on va avoir dans Conquest? Pour l'instant non, il n'y a que les dragons et les exilés. Les exilés c'est ceux qu'on connaît sous le nom des spires, les spires. Ok. Mais et ils se sentent supérieurs du coup aux dragons? Non, ils font attention aux dragons. Alors c'est les autres espèces, voilà, les animaux, ce sera les autres, parce que pour l'instant il y a des dragons, mais après il n'y en aura plus, et là ils se prendront pour les maîtres du monde. Okay. Enfin, pas tout à fait, mais ils essayent de ne pas attirer l'attention des dragons, parce qu'ils voient bien que c'est des entités très très puissantes. Okay. Et les dragons s'en foutent complètement, en fait. Ils s'occupent pas de ça, ils gèrent leur vie. Les dragons, ils continuent à se battre contre notamment les restes de l'Ost des Abysses, qui est toujours pas... Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser, en fait, parce que le feu des dragons, sur des sortes de démons de magma, ça marche pas, quoi. Donc en fait, ils ont un peu de mal à s'en débarrasser. On ne sait pas où ils sont rendus aujourd'hui, mais en tout cas, les exilés peuvent faire un peu leur vie, et donc ils créent notamment... donc les spires, qui sont des tours, qui sont des sortes de citadelles, des choses comme ça. Ouais, c'est des citadelles, c'est des constructions biomécaniques qui pompent les ressources du sol, okay. Et parce qu'eux, ils commencent à accumuler, à prendre un peu les richesses sur Ea. Alors moi, j'ai quand même ce dessin là où on voit des dragons qui sont en train d'attaquer une spire. Donc comment les dragons ils s'intéressent finalement à ce que font les exilés? Alors en fait, les dragons sont assez divisés finalement comme population parce que les anciens sont surpuissants parce que c'est ceux qui sont qui ont toujours à peu près le niveau d'énergie primordial qu'ils avaient au départ, même s'ils ont pris une apparence physique. Ils ont dû en abandonner un peu, mais pas trop. Mais après, quand ils se reproduisent, plus ça va, plus les jeunes générations ont perdu de l'énergie. Donc en fait, les jeunes sont moins puissants, ont moins de magie que les précédents. Juste des unités vivantes plutôt que des unités primordiales. Ils sont de plus en plus vivants et moins primordiaux, exactement. Et du coup, les jeunes dragons vont commencer à s'intéresser aux Spires et vont avoir des échanges avec eux, et ça va mal tourner, en résumé. Et au final, il va y avoir une guerre entre les dragons et les spires. Donc du coup, ça va créer une division chez les exilés qui vont se scinder en 3 sous-factions. Donc il y en a une qui est jouable actuellement qui sont les Spires.
Il y aura aussi les Weaver Courts, et puis une troisième qu'on verra plus tard, un jour. Et donc il y a les Spires déjà, enfin les exilés vont se couper en 3, et puis les dragons aussi en fait vont se diviser et tout ça. Mais au final... Entre les anciens et les jeunes, ou alors plutôt ouais, c'est-à-dire que c'est ça, il y a des conflits dans leur société, mais au final c'est les anciens qui reprennent le pouvoir, et puis qui vont... et ils vont en fait, en termes de... c'est ça quoi. En termes de conditions d'une sorte de traité de paix qu'ils vont faire avec les Spires, il va y avoir quelque chose de très important, c'est qu'ils vont leur dire ben ok, vous avez perdu la guerre, on va pas vous exterminer, mais par contre vous nous donnez, enfin ils leur ont piqué énormément de richesses, il y a eu un traité de paix très dur pour les exilés. Et notamment, les dragons ont demandé d'avoir accès à la biomancie. La biomancie, c'est une discipline que maîtrisent les exilés, qui est en fait une sorte de maîtrise de la vie, qui leur permet de fabriquer des créatures à partir d'autres créatures en fait. C'est super important parce que du coup les dragons, alors ils ont toute une vie compliquée, c'est que les vieux ils sont très puissants mais ils doivent énormément dormir. Donc comme ils doivent énormément dormir, ils avaient essayé de fabriquer des créatures pour les aider, pour travailler à leur place. Et ils avaient fait ça avec ce qu'ils avaient trouvé, et notamment des morceaux de primordiaux par-ci par-là, ils avaient fabriqué des automates et tout, qu'on retrouve aussi en figurine. Mais avec la biomancie, les jeunes dragons se disent mais là en fait on tient le moyen de l'emporter, c'est qu'en fait nous on va créer une race, une espèce vraiment spéciale de travailleurs qui va bosser à notre place, et avec ça nous on maîtrisera cette nouvelle technologie et on va être plus fort quoi. Ah oui, l'univers est très sombre. On l'a pas dit au début. Ah oui, c'est très ressemblant à la réalité en fait. C'est énormément inspiré de choses, de faits réels. Et en fait, donc, ils ont créé une espèce complète qui est là pour être leurs esclaves. Et ça s'appelle, on dirait en français, les crafters, c'est des artisans, des fabricants, quoi. En fait, c'est des nains. Les dragons les appellent les nains parce qu'ils sont minuscules comparés à eux. Et ils les exploitent, ils les font travailler, ils les font creuser au fond des mines pour aller chercher des métaux. C'est pas les Dwegom alors, c'est encore, pas encore. Il y a un lien entre les deux, mais on va y venir. Et alors avec ces nains, qu'est-ce qui se passe avec ces nains ? C'est qu'en fait, donc, cette population qui a été fabriquée par des dragons à l'aide de la biomancie qu'ils ont piqué aux exilés, ils créent donc une race de travailleurs pour eux. Mais ce qui se passe, alors ils les font d'une certaine façon, ils les font avec une particularité très importante qui est par exemple d'avoir une espèce de mémoire absolue des choses. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas avoir à former chaque génération. Donc il y a une mémoire génétique sur la... Exactement. Okay. Et donc ils les créent comme ça parce que ça va leur faire gagner du temps sur la façon dont... Est-ce que le mot rancune, il va venir à un moment dans la... Non. Non, ok. Parce que là, je voyais venir le truc, genre la rancune, ils ont une bonne mémoire... Il y a une sorte de connexion, mais c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait pareil. Il y a un truc qui est sur... Voilà, comme ils ont une mémoire infinie, ils sont persuadés que moi je sais exactement ce qui s'est passé, mais l'autre aussi. Et parfois ils vont pas avoir la même mémoire. Donc ça va créer des conflits. Mais en tout cas, avant qu'on arrive à ça, ils sont aussi programmés dans la façon dont ils ont été fabriqués par les dragons pour ne pas être capables de se rebeller en fait. Donc c'est compliqué parce que voilà, donc en fait ils sont en train de faire leur travail. Mais en même temps, ils en ont ras-le-bol, et ils ont envie de se rebeller, mais ils n'y arrivent pas, parce que dès qu'un dragon se pointe, ils peuvent pas, ils s'effondrent et ils repartent creuser au fond des mines. Parce que les dragons sont devenus extrêmement vénaux et ils adorent accumuler des métaux et des trucs précieux. Donc les nains, en fait, ils sont un peu coincés, mais ils sont chassés, et ils se font plus ou moins exterminés dès qu'il y a des débuts de révolte, mais il y en a un certain nombre qui, en fait, se retrouvent du coup enfermés à creuser très très profond, et en fait à nourrir justement une haine infinie des dragons. T'as vu, j'utilise pas le mot rancune. Ouais, tout à fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils creusent tellement profond à un moment, et avec la haine qui va avec, qu'ils tombent justement sur la prison de guerre. Okay. Donc ils tombent sur une des entités primordiales qui avait été enfermée par les dragons là-dessous. Ils tombent là-dessus, et donc tous ceux qui sont arrivés là sont infusés par l'énergie primordiale de guerre. Et en fait, ça les rend complètement mutants, en fait. Déjà qu'ils étaient particuliers, mais maintenant, ils sont infusés de guerre. Donc en fait, ils ont vraiment une métamorphose à ce moment-là. Et c'est pour ça que là, ils disent maintenant, on est des Dwegom, on n'est pas des nains. Et c'est ça pour ça qu'il y a cette importance-là. Ils se retournent, alors ils deviennent très puissants. C'est ça le prison de guerre qu'ils ont trouvé.
Ils se retournent contre les dragons, ils sont devenus extrêmement puissants, ils se retournent aussi contre tous leurs confrères qui sont pas d'accord. Okay. C'est un massacre en fait, c'est un génocide. Okay. Ils exterminent tous les nains, presque, et ils exterminent aussi tous les dragons. Ça donne un peu l'ampleur de la puissance de ces personnages-là, qui sont parmi en fait les plus terribles de l'univers en fait. Les Dwegom, c'est vraiment des monstres. Alors ce qui se passe, c'est que pourquoi ils arrivent à tuer les dragons, c'est parce que la prison de guerre était faite avec des sorts, et qu'il y a une histoire comme quoi, quand on casse un sort très puissant, l'auteur du sort, le créateur du sort, a un retour de bâton, d'énergie, et qui le détruit, quoi. Donc beaucoup de dragons qui avaient fabriqué la prison de guerre, en fait, sont explosés au moment où il sort de sa prison. En fait. Et du coup, ensuite, eux, ils prennent les armes et ils exterminent. S'il y a une grosse guerre qui dure longtemps, ils arrivent à presque exterminer les dragons, mais pas complètement. On sait qu'il en reste quelques-uns, et c'est pour ça qu'il pourrait très bien y avoir dans le jeu des dragons avec des nains, des vrais nains cette fois, ceux qui n'ont pas rejoint les Dwegom. Okay. Ça, c'est probable. Alors on n'y est pas plus sur les Dwegom parce que justement on va vous faire des vidéos spécifiques sur chacune des factions, donc on va pas tout dire là. Quand est-ce qu'on arrive aux humains? Dis-moi, parce que quand même... Eh bien, pourquoi pas maintenant? Parce que les Dwegom sont apparus et ont changé beaucoup l'aspect à la surface de la Terre, mais il s'avère qu'ils vont se mettre à se quereller et à se battre entre eux pas mal. Donc pendant tout ce temps-là, en fait, la vie a suivi son chemin et il y a eu des espèces qui sont apparues et il y a l'humanité qui est apparue. Donc au début c'est des tribus, tout ça, un peu côté préhistoire. Mais en fait, il va y avoir une histoire accélérée de l'humanité dans cet univers-là, parce que en fait, une des tribus, appelée la première tribu, en fait, va rencontrer dans une forteresse souterraine des Dwegom, va tomber sur un morceau de primordial. Encore, on retrouve les fameux morceaux de primordiaux qui sont un peu partout. Les morceaux de primordiaux, quand les Dwegom ils en trouvent, ils en font une usine d'armement. Donc c'était des forges pour fabriquer des trucs pour leur guerre contre les dragons. Les Spires, par exemple, ça les intéresse pas, les morceaux de primordiaux, ils s'occupent de la vie, ils manipulent la vie. Voilà, chaque peuple va avoir son interaction, et les humains, ce qui s'est passé pour eux, c'est que l'interaction qu'ils vont avoir, c'est de développer de la foi, en fait. Ils se rendent compte que c'est beau, c'est chaud, il y a quelque chose qui leur donne de l'énergie, du réconfort et tout ça, parce que ça leur apporte de la chaleur et compagnie. Et en fait, ils rentrent dans des rituels en fait, envers ce morceau de primordial qu'ils ont trouvé dans une forge Dwegom. Et du coup, le morceau de primordial, en recevant cette énergie de foi, va développer une conscience et va commencer à interagir avec les humains. Et du coup, il va leur transmettre, ça prend du temps, mais on passe un peu, au bout d'un moment, il leur transmet des informations, c'est-à-dire qu'il arrive à communiquer avec les humains. Et donc les prêtres des humains disent « Oh, le dieu m'a parlé, c'est super » et tout. Ce dieu, ça va devenir ce que les humains appellent un dieu, et il s'appelle Aslia. En fait, il va faire exploser technologiquement l'humanité. Donc on va passer de la préhistoire au Moyen-Âge en quelques siècles. Okay. Ça va aller très vite, quoi. Et donc, ce qui se passe, c'est que la première tribu qui a rencontré ce dieu se développe à merveille et regroupe de plus en plus les autres. Alors, tous les humains ne sont pas agglomérés dans ce regroupement de tribus. Il y aura notamment les Nords qui n'y seront pas, et d'autres. Mais quand même, beaucoup d'humains sont regroupés dans quelque chose qui va s'appeler le Dominion. C'est pas le Dominion des humains, c'est le Dominion d'Aslia, en fait. C'est lui le patron, c'est vraiment une théocratie et tout le monde est à son service. Mais il les aide, enfin, il y a un échange de services entre cette entité primordiale qui devient de plus en plus puissante grâce à la foi que lui envoient les humains. Et du coup, il va y avoir un panthéon, parce que c'est pas la seule entité primordiale qui reçoit de la foi. Donc il y a un panthéon, mais c'est lui le plus puissant. Mais il y a d'autres dieux qui sont importants, qui se développent, qui sont d'autres morceaux d'entités primordiales qui ont pris conscience d'elles-mêmes par ce biais-là. Et du coup, les humains se retrouvent à faire un grand empire, donc, qui s'appelle le Dominion, j'ai dit, et c'est une société assez florissante. Alors, il y a une particularité qu'on peut signaler, c'est que il y a les Spires surveillent de près, la branche des exilés qui s'appelle les Spires, surveille de très près ce que font les humains. Et notamment, ils leur fournissent des créatures, ils ont bricolé des créatures, et ils leur fournissent pour les rendre dépendants, en fait.
C'est des créatures qui s'appellent le troupeau, et on les reverra plus tard. Ça va être des créatures plus ou moins humanoïdes, mélangées avec des animaux. Et ça, en fait, c'est pour rendre les humains dépendants d'eux. En fait. C'est-à-dire que le jour où ils font mourir le troupeau, les humains sont mal barrés. D'accord, donc il leur donne une façon de les contrôler. Voilà, ils les aident pour pouvoir avoir une maîtrise dessus. En fait. Ils sont extrêmement manipulateurs, les spires. Donc les humains se développent à fond parce qu'ils sont boostés par Aslia, voilà. C'est ça, et donc ils envahissent, ils conquièrent, ils assimilent une grande partie des peuples de Ea, des humains. Mais il y a un peuple qu'ils n'ont pas conquis, et ça les irrésistibles. Les irrésistibles, voilà, en l'occurrence dans le nord. Et du coup, ils se lancent un jour dans une grande campagne pour aller attaquer les Nords. Les Nords, c'est donc un peuple humain qui vit en dehors du Dominion pendant un long moment. Ils ont plein de particularités et une mythologie particulière, mais on ne va pas rentrer tout de suite dans le détail. Ce qui se passe, c'est que c'est un énorme carnage, cette guerre entre le Dominion et les Nords. Et en fait, à partir de là, les Nords vont avoir beaucoup de mal à s'en remettre, mais le Dominion aussi, parce qu'ils ont perdu plusieurs légions d'un coup. Et en fait, à partir de là, le dieu, Aslia, en gros, il devient fou. On ne sait pas exactement comment ça marche, mais il ne répond plus aux prêtres qui lui posent des questions, il ne guide plus le chef humain, enfin le Kael'Essor il s'appelle, c'est le chef humain du Dominion, il répond plus à rien, et les gens ne savent pas ce qu'il fait. Donc en fait là, il se passe un des événements les plus importants de l'histoire, c'est que au bout d'un moment, le collège des mages, des sorciers, en fait, se rend compte que leur dieu est devenu complètement dingue et dangereux, et ils se disent il va falloir qu'on le dessoude en fait. Ah oui, ils essayent de faire un sort assez puissant pour aller tuer un dieu. Mais lui, il s'en rend compte et il se dit puisque c'est comme ça, j'arrive. Et il s'écrase sur le Dominion, sur Capitas, la capitale. C'est ce qu'on voit là, c'est la capitale, avant destruction. Alors. Et puis après on doit voir, là c'est la partie sur les Nords, mais voilà, ça c'est Aslia qui se jette sur ses anciens protégés et qui détruit tout. Alors ce faisant, évidemment, c'est un véritable cataclysme et ça crée une fusion avec un autre des primordiaux, c'est-à-dire avec Mort. Il y a tellement de morts d'un coup, lui il a tellement atterri au fond d'un trou, il fusionne avec Mort. Donc il va pas être mort justement, il va être un espèce de dieu mort-vivant. Et tous les gens qui vont, les habitants du Dominion vont devenir des morts-vivants, donc la faction du Old Dominion. Mais avant la chute et pendant, il y a eu énormément de fuites. Il y a eu des humains qui sont... tout s'est pas passé en un éclair. Ça a pris des siècles en fait. Okay. Et à un moment, avant que ce soit vraiment le drame, il y a eu plein de guerres, parce qu'il y a eu une grande guerre entre les Spires et les Dweghom en même temps que la chute, alors c'était très compliqué. Et énormément d'humains ont fui en fait. Et il y a eu plusieurs stratégies. Il y a eu d'abord vraiment des colonnes de réfugiés qui sont passées à travers ce qu'on a vu tout à l'heure, les Wastelands et puis les montagnes, et qui seront en fait les fondateurs des 100 royaumes. Les 100 royaumes, c'est fondé par des colonnes de réfugiés de l'ancien Dominion. Et dans les 100 royaumes font aussi partie de ça la dernière légion de l'Ancien Empire qui n'a pas succombé, qui n'est pas devenue mort-vivant ni rien, qui était la 12e légion et qui sera à l'origine des ordres des 100 royaumes. Et d'autres personnes avaient fui, mais là c'était plutôt une élite d'ingénieurs et de philosophes et tout ça qui sont partis en emmenant toutes les bibliothèques, tous les livres, pour essayer de fonder des cités idéales dans la péninsule au sud du continent qui s'appellent les cités-États. Où là, eux, ils se sont enfuis en essayant d'aller créer des pays où ça ira bien et on va pouvoir ne pas tout perdre, l'immense avancée technologique qu'il y avait dans l'ancien Dominion. Et donc ils ont fondé les cités-États. Ok. Bon alors, ok, on a vu les humains, on a vu les nains, on a vu les sortes d'elfes, donc etc. Par contre, moi, il y a une faction que j'aime bien, tu vois, genre les Wardoon avec des dinosaures, et tu m'as pas parlé de dinosaures, tu m'as pas parlé de Wardoon, donc ils viennent d'où? Et comme je disais, pendant la chute de l'Empire des Humains, il y a eu une grande guerre entre les Dweghom et les Spires. Ouais. Et en fait, les Spires avaient déjà eu affaire aux Dweghom, ils savent que c'est un peuple extrêmement dangereux, et ils avaient voulu se protéger, ils avaient voulu faire une armée, en fait, un peuple de guerriers, vraiment de guerriers ultimes, mais qui maîtrisent. Ils voulaient, donc, ils les ont fait d'une certaine façon en pensant les maîtriser, et ils ont créé c'est vraiment des marmules, c'est des très gros guerriers. En fait, ils les ont envoyés à la guerre contre les Dweghom pour essayer de s'en sortir.
Alors comme ils sont très forts les Wadrun, ils ont résisté un bon moment, et ils ont sauvé les Spires, mais en fait rapidement ils se sont rendus compte que c'était pas leur guerre, comme disait Rambo. Donc en fait ils ont... C'est pas ma guerre. Ils ont en fait pris leur autonomie. À leurs risques et périls, parce qu'on y reviendra, mais c'était pas gagné qu'ils s'en sortent, mais ils se sont dit c'est pas grave, on s'en va, et donc ils sont devenus une population à part entière, parce qu'ils ont assez rapidement pris leur indépendance des Spires. Et ils ont sauvé les Spires contre l'assaut implacable des Dweghom. Donc ils les ont quand même sauvés, mais après ils se sont dit bon ok on va arrêter là, débrouillez-vous tout seul. Maintenant ils les détestent et ils ont autre chose à faire, ils essayent de vivre, c'est pas facile. Ok, donc c'est là où on arrive en fait à la fin et on a tous les peuples qui sont actuellement présents dans le jeu. Ouais. Ouais, donc toutes les factions humaines, donc Old Dominion c'est les anciens humains qui sont restés avec la fusion en fait de la mort, donc du coup les morts vivants. On a les Nords qui eux sont restés en dehors de tout ce côté théologique avec Aslia. Ouais, voilà. Ils ont leur dieu, on y viendra plus tard. Donc les 100 royaumes qui eux sont les exilés. Les anciens réfugiés. Ok. Donc les futures cités-États ils sont partis avec un peu l'idée, un peu les idéalistes. Des cités, un peu idéalistes, un peu très avancées technologiquement et tout ça. Donc les Dweghom, eux, c'est ceux qui sont restés en mode un peu fusion avec la guerre. Et... Toujours dans leur donjon. Donc ça, c'est les vrais méchants en fait alors. Ça fait partie des vrais méchants, ouais. Ok. Donc oui, eux, c'est les gentils, on est d'accord, hein, c'est les gentils, ils ont été manipulés. Ça va. On va y venir. Et voilà, et donc on arrive à l'époque actuelle, c'est-à-dire là où on va faire nos parties de Conquest. C'est ça, exactement. Donc on est à ce moment-là, on va commencer nous à jouer à Conquest dans cet environnement-là, mais ça s'appelle The Last Argument of King. C'est ça. Pourquoi en fait? C'est quoi le contexte exact au moment où on commence? En fait, il y a eu, après les événements qu'on a racontés, il y a eu une grande période de stagnation, parce qu'après le cataclysme de la chute de Aslia et tout ça, il y a eu en fait des siècles déjà un peu d'hiver, entre guillemets, d'hiver nucléaire, c'est-à-dire qu'il y avait l'explosion avait recouvert de la terre de cendres, il y a eu plein de végétaux qui sont morts, etc. Donc il y a plein de siècles de stagnation, et c'est là que les humains, les réfugiés, prennent le temps se redéveloppent et deviennent les 100 royaumes. Et donc en fait on est dans une période de paix à un moment, tout le monde est fatigué, tout le monde s'est arrêté, il n'y avait plus de guerre. Ils ont cette survie peut-être aussi. Voilà c'est ça, il y avait la survie pour les Wadrun, pour les humains, pour tout le monde. Et en fait ce qui se passe, le jeu sort donc en même temps que 3 nouvelles qui s'appellent donc The Last Argument, Nepenthe et puis Deliberations, qui sont 3 nouvelles qui racontent une anecdote qui fait que la guerre va redémarrer dans ce monde DA. Le chef des Spires avait donné des autorisations à des princes marchands de commercer avec les humains pour, comme d'habitude, comme le font les Spires, pour en fait les manipuler et les contrôler. Et en fait, par exemple, un des princes marchands donnait à un des rois une potion pour vivre plus longtemps, et alors le roi vit super vieux et se retrouve avec son arrière-petit-fils qui peut toujours pas régner parce qu'il meurt pas. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, cette situation clash, il y a un des personnages qui se rend compte qu'il y a un problème et qui dit non, en fait, il faut faire la guerre avec les Spires, on va pas pouvoir continuer comme ça. Parce qu'il demandait des prix extrêmement élevés en échange de ces petites magouilles et ces potions et tout ça, quoi. Donc du coup, il y a une guerre qui commence entre un des royaumes des 100 royaumes et les Spires, avec un gars qui s'appelle Frédéric, qui est un des personnages qu'on peut jouer dans le Living World. Frédéric qui devient roi donc à la fin des nouvelles, et du coup ça déclenche une guerre entre les humains et les Spires, et de là va démarrer toute une série d'événements. On va pas tous les décrire, mais par exemple déjà les Dweghom, dès qu'il y a une guerre à la surface, ils remontent, et ils sont attirés par la guerre et ils reviennent se battre. Les Wadrun, ils avaient des gros problèmes parce qu'ils étaient un petit peu dans les terrains pas loin des morts vivants, donc ils ont besoin de trouver des terres, donc ça crée des frictions. Les Nords, c'est pareil, ils ont besoin de venir chercher des ressources et tout ça, donc tout s'entremêle et la guerre reprend à la surface des A, et c'est dans cette période-là qu'on est. Mais c'est pas non plus tout le monde est en guerre contre tout le monde. En fait, il y a des explications et des raisons à chaque fois sur pourquoi ça démarre ou pas. Et notamment, si on veut jouer Fluff, on peut suivre le Living World et on sait qui est en guerre avec qui et pourquoi et comment. Ça fait partie vraiment des particularités de cet univers et des plaisirs qu'on peut avoir à y jouer. Ok. Eh bien écoute, merci déjà pour cette présentation. J'adore. Donc comme on vous l'a dit, si vous voulez voir des peuples en particulier, on va faire, je pense, une série de vidéos où à chaque fois on va vraiment rentrer en détail sur le peuple. Là on a un petit peu survolé, et puis voilà. En tout cas, merci à toi pour cette présentation. Eh ben, merci de votre attention. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie, mais c'est vrai que moi qui ai découvert aussi en même temps que vous, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on s'appuie sur des choses qui existent déjà. Hein, ton cours de SVT, au final, voilà, c'est ce qu'on retrouve, mais c'est ce qu'on retrouve un petit peu tout le temps. À chaque fois,
il faut bien sûr qu'il y ait des bases communes pour essayer de se projeter aussi dans cet univers-là. Les humains, bah voilà, il faut que ça ressemble à ce que nous, on a l'habitude. Tout évoque quelque chose de mythologique, même de biblique, l'histoire des 4 cavaliers, ou d'historique, mais c'est toujours tordu dans un certain sens et c'est mis dans une sorte de cohérence complètement particulière. Ouais. Avec les différents âges, bien sûr. C'est vrai que c'est intéressant que on le voit dans, par exemple, Le Seigneur des Anneaux ou ce genre de choses. Il y a toujours une mythologie pour ancrer en fait l'univers en lui donnant des racines. Et là, c'est vrai que c'est vraiment bien exploité. Donc, écoute, c'est assez intéressant. Allez, ok, on fait la suite, on fait la suite des vidéos. À la prochaine pour la suite. Alors, merci à vous en tout cas. Pensez à liker, à vous abonner, à dire Conquest c'est génial. Et puis, on se retrouve avec les prochaines vidéos. Avec Antoine. Salut.